Alors, comment on définit les assists ? Déjà, premièrement, on va parler du nombre de paniers. Le nombre de paniers, c'est très simple, il a une influence directe sur le nombre de passes décisives, parce que c'est après un panier qu'on a une passe décisive, pas après un lancer franc. Donc déjà, il va y avoir en premier lieu la pace. Donc la pace, c'est la courbe que vous voyez ici, qui est en train d'apparaître. C'est le nombre de possessions jouées par les équipes par match. Donc on voit que la courbe a évolué drastiquement au fil des années, avec plusieurs périodes qu'on va détailler ensemble. La première partie, c'est le run and gun, donc la partie des années 60, avec une pace qui était supérieure à 120. On voit qu'il y a une diminution ensuite de cette pace à la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90. C'est une évolution, on va dire, logique du jeu, puisqu'on voit que la courbe suit une certaine courbe logique de descente jusqu'à la fin des années 90. On a ensuite une stabilisation pendant 10 ans, au point presque le plus bas de l'histoire de la NBA en termes de pace, et puis on a une nouvelle augmentation depuis les années 2010, depuis la période qu'on appelle Pace and Space. C'est une période que l'on vit actuellement et qui a vu l'arrivée massive du tir à 3 points dans le jeu, et le tir à 3 points à outrance pour certains, mais qui apporte du coup de l'espace et aussi du coup une certaine rapidité de jeu. On a aussi la réussite au tir global. Pourquoi ? Parce qu'elle va déterminer le nombre de paniers marqués par match et donc le nombre de possibilités de passes décisives. Donc on voit que sur le pourcentage au tir, on a une évolution du début de la ligue jusqu'à la fin des années 70, parce qu'on a des évolutions de technique, de tir, de jump shot, on a des évolutions, on va dire, logiques sur les pourcentages au tir. On voit que dans les années 80, on a une période vraiment faste avec presque 50% de réussite au tir sur un match. Ça veut dire que visuellement, et c'est pour ça que beaucoup de personnes aiment cette période, parce que visuellement les matchs étaient très plaisants à regarder dû à la réussite au tir. Ensuite, on a ce qu'on appelle la physicalité. Donc, du début des années 90 jusqu'à la fin des années 90 et début 2000, on a une ligue qui va être beaucoup plus physique, marquée par des postes 4 beaucoup plus physiques et beaucoup moins agiles et beaucoup moins, on va dire, capables techniquement en attaque. Par contre, beaucoup plus rugueux et défensif, ce qui va apporter cette physicalité et qui va diminuer le pourcentage au tir. Et enfin, depuis le début des années 2000, on a la fin du hand-checking plus le spacing. Donc là, on a une légère augmentation depuis quelques années du pourcentage au tir. Ensuite, troisième facteur, on a le style de jeu avec plus ou moins agressif. Oui, parce que plus on va tirer de lancer franc, moins on va avoir de possibilité de marquer des paniers. Le lancer franc, je vous rappelle, quand un joueur provoque un lancer franc et qu'il le rentre, on n'affilie pas de passe décisive au passeur. C'est uniquement sur les paniers marqués. Donc on va voir l'évolution de ce free throw rate, donc c'est le rating de lancer franc, c'est-à-dire le nombre de lancers francs entrés par rapport au nombre de paniers. Et on va voir que le jeu haché du début de la ligue a ensuite été poursuivi par une stabilisation. Jusqu'aux années 70, on a l'apparition de la presse tout-terrain, la zone presse tout-terrain, donc qui permettait de faire moins de fautes tout en générant beaucoup d'interceptions, mais aussi de pertes de balles. Donc on voit que bizarrement ça a fait diminuer de 5% le nombre de lancers francs marqués par panier. Et puis on voit que depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on a un jeu, on va dire, de moins en moins agressif. Et ça, c'est pas dû aux dernières années, malheureusement. Pas malheureusement. C'est juste pas dû aux dernières années, cette évolution. On pense que les joueurs sont de moins en moins agressifs, mais en fait, c'est le cas depuis le début des années 80. On voit qu'on a de moins en moins d'appui sur le lancer franc pour marquer ses points. Donc pour résumer, le nombre d'assists, c'est le nombre de paniers, dont on a vu les trois facteurs juste au-dessus qui pouvaient influencer ce nombre de paniers. Donc on voit que le nombre d'assists est influencé par le nombre de paniers, dont la courbe est la suivante. Donc là on voit pareil qu'on a énormément de différences entre les époques, dû à tous les facteurs qu'on a vus juste avant. On a une exponentielle jusqu'à la fin des années 50, donc là c'est largement dû aussi au style de jeu haché de l'époque. On a une ligue offensive entre les années 60 et 93, avec un nombre de paniers par match qui évolue, mais qui reste au-dessus des 40. Puis on a une chute entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2010, donc on va appeler aussi la période de plutôt physicalité. Et puis on a un retour à la pace and space récemment avec plus de réussite au tir. On est repassé au-dessus des 40 à la fin des années 2010. C'est peut-être pour ça que visuellement
beaucoup de personnes ayant regardé le NBA dans les années 80-90 trouvent qu'aujourd'hui il y a trop de paniers. Maintenant en fait c'est une évolution et c'est juste un retour à ce qui était le cas avant cette période très physique des années 90. Dernier facteur, on a le style de jeu plus ou moins collectif. Donc là on va voir qu'on a différentes parties mais que finalement on a au début de la NBA très peu de paniers après dribble. On a une période, on va dire, entre les années 50 et le début des années 80 qui évolue sur ce point-là. Notamment aussi dû à la presse tout-terrain. Beaucoup de joueurs qui prenaient le dribble au final, après avoir passé une ou deux lignes de presse, se retrouvaient à pouvoir aller au cercle. Et puis on va dire que depuis la défense illégale, on a aussi quand même une stabilisation à quelques pourcentages près, à 60% de paniers assistés par match. Donc ça veut dire que 3 paniers sur 5 viennent d'une passe décisive, 2 paniers sur 5 viennent de la création du joueur qui va jouer soit en ISO, soit au poste, va pouvoir créer pour lui-même. On va pouvoir générer ce qu'on appelle un assist factor. Donc l'assist factor, c'est un nom très théorique, très scientifique pour finalement quelque chose d'assez simple. C'est le nombre de passes décisives qui a été faite sur une année divisé par le nombre de passes décisives moyennes de l'histoire de la NBA. Donc pour voir quelles sont les années dans lesquelles on a fait plus de passes par rapport à d'autres. Et là on voit que cette courbe n'est pas du tout une courbe droite, une droite linéaire. Elle ressemble plutôt à un signal électrique, on va dire, avec 1 plus 1 moins, quelque chose de très alternatif, avec dans les années 80 une très forte hausse du nombre de passes décisives due au style plus rapide, à la réussite agrandie, et puis au fait qu'on mettait plus de paniers et qu'on faisait moins de fautes par rapport à partir du début des années 90 jusqu'au milieu des années 2010. On va dire moins de passes décisives dues à beaucoup de facteurs. On a vu la pace qui diminue, la physicalité qui augmente. Et on voit qu'aujourd'hui, là, on a une certaine remontée de ce facteur-là depuis quelques années, grandement, dû aussi au tir à 3 points. Je rappelle que entre 8 et 9 paniers sur 10 à 3 points viennent d'une passe décisive. On a beaucoup plus de tirs en spot-up, c'est-à-dire en catch and shoot, donc j'attrape et je tire, et je rentre le panier, plutôt que des tirs après des dribbles à 3 points. C'est beaucoup plus fréquent. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette statistique ? Qu'est-ce qu'on fait de la passe décisive ? Maintenant qu'on l'a, on sait comment elle est définie. Pour y répondre, je vais prendre le principe de Dean Oliver, qui est le pionnier de la stat. Dans son bouquin Basketball on Paper en 2004, il a mis en avant beaucoup de théories. En 2024, il revient sur toutes ses expériences de coaching. Dans les nombreux travaux qu'il a effectués, il y a notamment donc du coup l'offensive et le defensive rating individuel, donc le rating défensif pour chaque côté du terrain, et il y a surtout les 4 facteurs, 4 factors en anglais, qui vont permettre de prédire si oui ou non une équipe va gagner ou pas un match en fonction de ces 4 facteurs, qui sont les 4 facteurs déterminants pour qu'une équipe gagne un match de basket. Alors, appliquer ces 4 facteurs à l'individualisme, toujours compliqué. En revanche, on a vu que il y a un gros facteur de corrélation. On verra après que il y a un gros facteur de corrélation entre ces 4 facteurs et la victoire d'une équipe. Alors pour reprendre les 4 facteurs, ils sont assez simples. Il y a le pourcentage de tir efficace, donc EFG pourcentage, donc Effective Field Goal Percentage, qui va permettre de savoir le pourcentage réel au tir d'un joueur en fonction des 2 points, des 3 points. Ensuite, il y a le nombre de pertes de balles pour 100 possessions, le turnover percentage. Il y a le nombre de rebonds pour 100 rebonds disponibles, donc le rebound percentage. Et puis il y a le nombre de lancers francs tentés par tir, donc le free throw rate, qui est FTR, que vous voyez sur la droite de l'écran, et qui est du coup prédéterminant aussi pour savoir quelle est la fréquence qu'un joueur ou une équipe pour le coup a à aller sur la ligne par rapport à d'autres, sachant que le lancer franc est le tir le plus efficace du basket avec le lay-up, donc c'est d'une importance capitale. Personnellement, ces 4 facteurs, je les utilise, mais je préfère utiliser 3 facteurs qui sont tous aussi prédéterminants, qui sont le true shooting percentage, donc le pourcentage de tir réel. Donc là, ça prend en compte le 2 points, le 3 points, mais aussi l'efficacité au lancer franc et le nombre de lancers francs pris. Donc on garde le pourcentage de perte de balle et le pourcentage de rebond. Et avec ces 3 facteurs, on peut déterminer déjà des choses très intéressantes, comme notamment des courbes de régression linéaire, et voir que le net rating des équipes, au final,
un facteur de corrélation de 99% avec ces trois facteurs-là, le true shooting, le net turnover percentage et le net rebound percentage. Ça veut dire quelle est la différence de pourcentage au tir réel entre deux équipes, quelle est la différence de nombre de pertes de balles par 100 possessions pour deux équipes, et quelle est la différence au rebond entre deux équipes. Avec ces trois facteurs-là et des coefficients, on obtient le net rating à 99% de précision. Donc c'est pour vous dire que c'est chirurgical. On peut prédire n'importe quel résultat d'équipe grâce à ces trois facteurs dans une saison. Donc la valeur des passes décisives, on peut se demander si elle a une valeur sur l'effective field goal percentage, donc le pourcentage efficace au tir, parce que si on a plus de passes, on a peut-être plus de tirs faciles et on a plus de points. Si on a aussi plus de passes, est-ce que ça veut dire qu'on va faire moins de pertes de balles? Est-ce qu'on va faire plus de pertes de balles? Voilà, donc on va voir l'influence de la passe décisive directement sur le pourcentage au tir et la perte de balles. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'une équipe, si elle fait beaucoup de passes décisives, elle va être très bonne au tir, à l'adresse générale? Est-ce qu'elle va être très bonne au nombre de pertes de balles? C'est ça la question qu'on va se poser. Et donc là, on va voir en premier lieu aussi si ça a une influence sur l'offensive rating. En premier lieu, on va regarder la régression linéaire des passes décisives sur la pourcentage efficace au tir, donc des 2 points, des 3 points, en prenant en compte le bonus du 3 points. Et là on voit que malheureusement la corrélation est très faible, elle est que de 5,7%, c'est la différence entre les points bleus et la courbe en orange, donc vous voyez que c'est quand même très disparate. Donc on peut pas dire que le nombre de passes décisives va déterminer l'adresse au tir d'une équipe. Pareil, est-ce que beaucoup de passes décisives va nous permettre de dire qu'une équipe va pas perdre beaucoup de ballons? Bah là malheureusement on voit que non, et c'est encore pire parce qu'on a que 0,6% de facteurs de corrélation entre les deux, donc ce qui est très faible, le déterminant R carré est très faible. De même, entre les passes décisives et l'offensive rating, est-ce qu'une équipe qui fait beaucoup de passes va avoir un bon offensive rating? Bah là c'est pareil, le R carré est très faible, 7,7%. On peut parler de corrélation à partir de 80%, et puis au-dessus de 95%, on peut dire que vraiment la valeur de variance est très très faible, et donc on peut dire qu'on est quasiment sur quelque chose de factuel. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a vu ça, on a vu que les passes décisives ne donnaient pas forcément une meilleure réussite au tir ou moins de pertes de balles. Je dirais qu'on l'a vu dans les récentes années avec les Spurs de Popovich, qui faisaient beaucoup de passes décisives, mais qui finalement n'avaient pas des très bons ratings offensifs, ni au tir, ni aux pertes de balles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise, mais pas en stade brut. Ben Taylor, qui a théorisé donc dans son livre Thinking Basketball, qui a sorti en 2016, mais aussi dans les différentes vidéos de sa chaîne YouTube, il en a déjà parlé. Je vous laisserai aller voir son travail qui est assez exceptionnel. Il a parlé de box creation, donc par rapport au box score, quelle est la création d'un joueur. Donc vous voyez ici la formule, on ne va pas revenir dessus, je vous la mets à titre informatif. Si vous voulez vous arrêter, la regarder, la décrypter, je vous laisse le faire. En tout cas, dans le calcul, on est sur une adéquation sur plusieurs paramètres. Le premier, c'est le paramètre du scoring. Il estime qu'un joueur créatif va forcément créer beaucoup d'occasions par son scoring, parce qu'il va attirer les défenses. La deuxième chose, c'est son playmaking, donc le nombre de passes décisives. Et la troisième chose, c'est son spacing, donc son shooting, sa capacité à étirer les défenses. Donc pour lui, si on n'a pas ces trois notions-là, on peut pas vraiment être dangereux sur le terrain. On peut pas vraiment attirer et créer de la gravité autour de soi. Et pour lui, le but, c'est d'éviter le rondo effect. Donc le rondo effect, c'est quoi? On va vous le montrer. Comme c'est pas un bon shooter, on voit la distance qui est laissée par Mario Chalmers là sur un écran à Rajon Rondo. Parce que c'est pas un bon shooter, parce que c'est un bon passeur, mais c'est pas non plus un énorme scoreur. Donc là on voit que il y a énormément d'espace qui sont laissés par les défenseurs à Rondo, donc ce qu'on appelle le Rondo effect. Donc pas de scoring plus pas de spacing, c'est moins de menaces. Donc du coup Ben Taylor estime que c'est une très mauvaise chose, et que un joueur doit avoir une certaine doit être complet offensivement pour pouvoir attirer les défenses.
Oui, mais aussi si un meneur augmente son volume de possession et qu'il ne perd pas la balle, on peut dire que il diminue pas, il augmente pas le turnover percentage de son équipe. Sur 48 minutes, s'il a la balle 30 minutes du temps et qu'il la perd très peu, il va augmenter l'efficacité de son équipe. Et des fois, on voit même si avec ça, le joueur s'en sort quand même. Donc c'est ce qu'on va voir dans la fin de cette vidéo. Voilà, donc peu importe la menace, s'il ne perd pas de ballon et que l'action amène un tir, il devra participer à cette conservation de balles, non pas de conversation de balles, la conservation de balles. Ça veut dire que il aura eu la balle pendant un certain nombre de temps et il l'aura pas perdue. Donc ça veut dire qu'il l'a conservé et qu'il n'a pas perdu la balle pendant un laps de temps. Donc il va bonifier le turnover percentage de son équipe. Donc il n'y a pas de facteur de corrélation entre les nombres de passes au total et le turnover percentage. Par contre, on peut parler de volume de jeu d'un joueur par ses passes décisives. Par exemple, un joueur qui va avoir beaucoup de passes décisives va avoir un gros volume de jeu, donc beaucoup de temps avec la balle dans les mains. Quel rapport entre le turnover percentage et les passes décisives ? On va prendre une timeline d'un match NBA quelconque cette année. On va prendre aléatoirement le 13 janvier 2025, elle est Miami, chez les Clippers, à Los Angeles, et on va découper donc du coup le match en 4 cartons, et on va suivre les pertes de balles lors de ce match. Donc on va voir les différentes pertes de balles qui vont apparaître d'un point de vue chronologique sur le match. Donc on voit qu'au début, Remy Raquez Jr. perd une balle au début du premier quart-temps, Terry Rozier en perd 2 au début du deuxième quart-temps, Duncan Robinson en perd 1, ça fait 4 pertes de balles lors de cette première mi-temps. Puis Remy Raquez Jr. aussi va en perdre une, Tyler Hero aussi, Remy Raquez encore, et Woody Smith va en perdre une. Nikola Jovic va pouvoir nous faire un festival en fin de troisième quart-temps avec 3 pertes de balles. Donc on voit que on est déjà à 7 pertes de balles dans le quart-temps. Et on a en quatrième quart-temps encore des pertes de balles. Duncan Robinson, Remy Raquez Jr. qui en est sa 4e, une perte de balle suite à une fin de possession des 24 secondes, Kelly Lower qui perd un ballon, Remy Raquez Jr. qui termine son œuvre avec une 5e perte de balle. Donc ça veut dire quoi ? Sur toute la timeline, on voit qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles, je crois qu'il y en a eu 18 en tout, et on voit que la moitié, si on peut les répertorier, c'est dû à des mauvaises passes. Il y en a quelques-unes aussi, 37% sur la perte du ballon, et enfin il y en a une due à une fin de possession et une due à un marché de Nikola Jovic. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a vu que la moitié c'était quand même des mauvaises passes. C'est pas rien. Logiquement, les joueurs qui font plus de passes sont ceux qui génèrent le plus d'assists. Si plus on fait de passes, plus on risque d'avoir des pertes de balles, parce qu'on a vu que le nombre de passes et les mauvaises passes étaient pour la moitié des pertes de balles. Or, quand on voit le rapport de corrélation entre le nombre de passes et les nombres de passes décisives, le nombre de passes totales divisé par le nombre de passes décisives, on voit qu'on a un R carré de 84%. Sauf dans certains cas, des joueurs vraiment qui prennent beaucoup plus de risques, qui vont perdre des ballons comme Harden ou Trae Young, et qui vont générer plus de paniers faciles ou des shoots dans le corner. Mais sinon, on a quand même un fort facteur de corrélation entre ces deux mesures, entre les passes décisives et le nombre de passes totales faites par un joueur. On va réussir à voir ça aussi du coup sur cette courbe, et voir du coup que les joueurs qui font le plus de passes sont ceux qui ont le plus de volume, mais du coup qui sont le plus exposés à des pertes de balles. Donc comment créer la métrique qui prend en compte les assists ? Ça c'est toute la question, puisque forcément il faut prendre ça dans le volume de joueurs individuels, du volume de jeu individuel du joueur. Donc les assists, on peut dire une chose, qu'elles ont un lien avec le nombre de passes effectuées par le joueur, on l'a vu juste avant. Elles ont aussi un lien avec donc le volume de jeu et le volume du porteur de balle. 50% des pertes de balles sont des mauvaises passes, donc bad passes, on l'a vu sur le graphique. Et elles peuvent donc être utilisées dans le calcul du turnover percentage, parce que individuellement, elles font partie prenante de ce volume de jeu. Alors d'un point de vue d'une équipe, non, ça sert à rien. D'un point de vue d'une équipe, on va prendre le turnover percentage pur sur les 48 minutes. On n'a pas besoin d'avoir le nombre de passes décisives qui rentrent en jeu. Par contre, pour le point de vue individuel, on va devoir le prendre en compte. En plus, ça nous permet de faire des comparatifs depuis la saison 77-78, donc plus de 40-50 données,
Ce qui va nous permettre de pouvoir voir quand même assez loin en arrière dans le passé et faire des comparatifs entre les époques. Pour la NBA au total sur la saison, on voit qu'on était à 64% de mauvaises passes et 36% de perte de balles. Donc on voit que finalement, on peut quand même estimer que 50% des pertes de balles sont dues à ces pertes de balles, ces mauvaises passes, ces pertes de balles dues aux mauvaises passes. Est-ce qu'on peut dire du coup que le nombre de passes décisives peut être pris comme l'équivalent du scoring, du nombre de tirs pris? Aujourd'hui, on prend que le scoring en compte, mais si on prend les passes décisives égales au scoring, ça veut dire qu'on va déterminer le nombre de possessions qu'un joueur va avoir au scoring, et on va faire en sorte que ce soit égal aux passes décisives. Donc sur les moyennes de saison depuis 78, le nombre de possessions au scoring sont également égales à le nombre de passes décisives fois 4,09. Donc quand un joueur fait 10 passes décisives, en fait c'est égal à 40 possessions de tirs. Donc c'est énorme. Autant vous dire que au final, quand on voit le nombre d'assists qu'un joueur peut faire, par exemple un joueur qui fait 6 passes décisives est l'équivalent d'un joueur qui va prendre 20 tirs et 8 lancers francs sur un match, ce qui est énorme en termes de volume de jeu. Donc là je pense qu'on est plus près de la réalité que ce qui est aujourd'hui donné sur les turnover percentage, qui avantage fortement, beaucoup trop, les scoreurs vis-à-vis des meneurs de jeu. Puisqu'un meneur qui prend pas beaucoup de tirs et qui fait beaucoup de passes décisives peut générer des pertes de balles et du coup va avoir un turnover percentage qui va être beaucoup plus élevé que la normale. Alors pour résumer, d'un point de vue statistique, on a la régression linéaire des trois facteurs. Je vous rappelle que le R carré, il était égal à 99%. Dans le réel, on voit que donc du coup il y a un vrai impact de ça sur le jeu, sur la win, sur le net rating. Donc on voit que le net, donc true shooting percentage, le pourcentage au tir réel net, il est à 47% responsable de ce net rating. Le nombre de pertes de balles par rapport à l'adversaire, il est responsable à 40% du net rating, et puis le rebond c'est 13% seulement. Donc on voit que le net turnover percentage en attaque et en défense, on peut le diviser en deux, est égal à 40% du total de la victoire d'une équipe, ce qui est énorme. Donc l'influence, comme on l'a vu juste avant, du nombre de passes décisives sur le volume de jeu d'un joueur individuel, mais également sur la win d'une équipe, n'est pas à prouver. Là on a clairement vu que oui, il y avait un impact, il y avait le nombre de passes qui est dû au nombre de passes décisives, que le nombre de passes décisives, au final, il va influencer sur le turnover percentage. Pourquoi ? Parce que si un joueur fait beaucoup de passes décisives qui perd très peu de ballons, ça veut dire que son équipe va avoir un meilleur turnover percentage. Voilà, c'est pas le nombre de passes qui va dire si on va perdre ou pas le ballon. Par contre, un joueur qui fait beaucoup de passes décisives et qui perd très peu de ballons va avoir un impact très positif sur le turnover percentage de son équipe, puisqu'il va avoir beaucoup le ballon en main, et au final, moins il perd de ballons, plus son équipe sera forte. Alors, là on a prouvé ça, on ira plus loin la prochaine fois. Je pourrais aussi vous prouver que le true shooting percentage au final peut aussi utiliser une partie des passes décisives pour voir les responsabilités des joueurs aux passes décisives, mais aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que je veux pas non plus que la vidéo fasse 45 minutes. Voilà, donc cette première partie, j'espère qu'elle vous aura plu. On a défini les passes décisives, on a défini que un joueur qui faisait beaucoup de passes décisives allait avoir beaucoup de responsabilités en attaque parce qu'il allait avoir beaucoup de possessions à jouer avec la balle en main, et que finalement ce joueur, s'il fait beaucoup de passes décisives et qu'il perd peu de ballons, il va avoir une influence sur le turnover percentage de son équipe beaucoup plus grande qu'un simple scoreur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur X, lastat_bball, et puis n'hésitez pas à like, subscribe, etc. Pour avoir une partie 2. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao.